Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette grande édition du soir de ce mercredi 10 avril 2024. Le chrétien, le musulman, les fidèles musulmans ont clôturé le mois du Ramadan et les détails, vous le suivrez au cours de ces journaux. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. La levée du moratoire contre la peine de mort en République démocratique du Congo a été au centre de l'échange entre Christophe Mbosso Kodia et Adjala Habib. Reportage de Jules Poulembi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience le mercredi 10 avril dans son cabinet du Palais du Peuple la ministre belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des institutions culturelles. Ensemble, ils ont échangé autour des réformes envisagées pour améliorer davantage le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre de 100 ans en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. Tout à fait autre chose, reçue par Jean-Michel Samaloukonde, la délégation syndicale et intersyndicale de la primature, satisfaite de la suite réservée à leur cahier des charges soumis à l'autorité. Reportage de Jules Poulembi. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé dans son cabinet de travail à la primature ce lundi 8 avril 2024 avec la délégation syndicale de la primature et l'intersyndicale sur le cahier des charges déposé sur sa table depuis un temps par cette structure de défense des intérêts des agents et cadres. La précision de la délégation syndicale Saturnin Gabia Lusamba, qui s'est confiée à la presse, au sortir de cette audience, n'a pas pu cacher sa satisfaction en avouant que le Premier ministre les a reçus en bon père de famille. Qu'étant à l'écoute, il a dit qu'il fera ce qu'il peut et a promis de mettre le reste sur la table de sa successeuse. Monsieur le Premier ministre nous a reçus pour échanger avec nous sur le cahier des charges que nous avions déjà déposé, en sentant sur sa table pendant que nous avions perdu l'espoir d'être reçus. Pensons que c'était déjà dans les oubliettes. Nous étions surpris tôt ce matin lorsqu'on nous appelait pour nous dire que le Premier ministre veut nous recevoir, nous la délégation syndicale de la primature et l'intersyndicale de la primature. Nous avons parlé de notre cahier des charges. Il est resté comme un bon père de famille à l'écoute. Il faut noter que depuis la nomination le 1er avril dernier de Mme Judith Souminoa Toulouka à sa succession et en entendant son investiture par le Parlement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde expédie comme de droit les affaires courantes dans le cadre de la continuité de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience ce mercredi 10 avril 2024 l'ambassadeur de l'Ukraine. Un échange fructueux était au centre de leurs échanges dans l'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa. Reportage de Jean Pinjodi rendu par Mario Ambongo.
En séjour en République démocratique du Congo pour l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, M. Maskim Souks, a été reçu en audience cet après-midi par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur l'inauguration imminente de l'ambassade de l'Ukraine ici dans la ville province de Kinshasa, dont la perspective du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États sous agression étrangère. La traditionnelle coopération militaire et technique des années 1990 a été également évoquée lors de cette audience. Enfin, l'objectif principal, si vous voulez faire de cette visite, et surtout de visite de Monsieur, Son Excellence, M. Souk, le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est bien sûr, enfin, c'est l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa. Comme je dis toujours, vraiment, nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps, donc le temps est venu afin de rattraper ce temps perdu, quoi, si je peux dire. Donc, l'objectif, c'est certainement, enfin, d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales. Et puis, voilà, cette page de nos relations, qu'on comprend pas tout simplement, enfin, voilà, le dialogue politique, économique, commercial, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà, il y a belle lurette qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle enfin de la coopération militaire et technique, certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, enfin, depuis des années, enfin, 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc, on se connaît très bien. Bon, ben, voilà, on a fait une sorte de contour, donc, on a vu, enfin, on a passé, voilà, tous les horizons de notre coopération future. Il y a certainement des choses intéressantes à discuter. Donc, ce que je peux vous dire, il y a deux domaines prometteurs à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. Donc, j'espère bien que ça va aller à partir même d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, cet après-midi à 15h, nous avons le plaisir afin de vivre notre âme. Le gouvernement ukrainien avait annoncé en mars dernier sa volonté d'ouvrir une ambassade. Ce mois d'avril, nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Tout à fait autre chose, clôture du mois dédié aux droits de la femme. À l'EPST, le ministre Tony Mwabakazadi s'est engagé à veiller au respect de recommandations. Reportage de Jules Poulembi rendu par Mario Ambongo. Les femmes du sous-secteur de l'EPST ont clôturé les activités du mois dédié aux droits de la femme ce mercredi 10 avril 2024 à Kinshasa dans la salle La Perla de Sainte-Anne à Gombe. Ministre de tutelle, le professeur Tony Mwabakazadi a tiré les rideaux sur cette activité après plusieurs heures de réflexion de femmes autour du thème national et international de 2024. Dans son mot de clôture, le ministre Tony Mwabakazadi a indiqué qu'à ce jour, il ne devait pas prononcer un discours si ce n'est que acter les recommandations et veiller à leur exécution sans faille. Nous prenons la question du genre avec toute son importance et à tous les niveaux. Du point de vue de l'administration, il y a un effort qui est fourni pour trouver de plus en plus de l'espace pour les femmes, que ce soit au niveau central, au niveau provincial, au niveau sous-provincial et même au niveau local. Nous avons les statistiques. Je crois que dans le cadre de ces manifestations, vous avez eu l'occasion de les parcourir. Sinon, les statistiques sont disponibles. Dans la foulée, le professeur Tony Mwabakazadi a remercié l'assistance pour sa participation. Au total, 6 recommandations ont été prises, notamment la prise en compte de besoins spécifiques des filles dans les écoles et des femmes dans l'administration, le renforcement de multisectorialisme dans les domaines du genre, ainsi que l'encouragement des filles et des femmes à accéder au numérique en mettant à leur disposition de programmes et des activités appropriées. Sous l'égide du secrétaire général chargé de la recherche à la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Mire Luambenga, les enseignants de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire ont bénéficié d'une formation pratique sur l'organisation de projets tout-terrain. Reportage de Clavier Yenadek.
La Haute École de Commerce de Kinshasa a suffisamment outillé son personnel académique et scientifique sur l'organisation de projets tutorés. Sous l'égide du secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Mire Luambenga, cette formation de renforcement des capacités sur les projets tutorés s'est voulue très pragmatique pour les enseignants de la Haute École de Commerce à Kin ex-IEC Kinshasa. Il y a un projet tutoré de niveau 1 lorsque les étudiants abordent la licence. Au niveau L2 et au niveau 3 qui sera le projet le plus élaboré. Le projet tutoré, c'est un travail fait par un groupe d'étudiants pour résoudre un problème réel de la société. Les étudiants se réunissent pour résoudre un problème en mode projet et ils mettent en musique sous l'accompagnement d'un enseignant tuteur. Grâce à la vision managériale du directeur général, le professeur Edson Nyonsaba et son comité de gestion, la Haute École de Commerce de Kinshasa constitue les piliers de la recherche scientifique en RDC. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Mire Luambenga, ne ménage aucun effort pour rehausser l'image des marques de cette alma mater quant à la recherche scientifique. On a pensé donner quand même cette formation pour harmoniser nos avis. Pourquoi? Parce que y a de ceux-là qui parfois confondaient les projets tutorés, par exemple à défense des mémoires, des TFC, ainsi de suite. Alors il fallait, je disais, harmoniser, que tout le monde soit au parfum de ce qu'il faut faire. Bon, dans les projets, c'est-à-dire, comme nous sommes aussi dans le système LMD, il fallait à tout prix que les enseignants comprennent que nous travaillons, nous faisons des recherches pour la société. Et qu'à partir des projets tutorés, un étudiant, un expert peut déjà préparer son projet qui peut être accepté dans la société, soit pour installer une petite société, soit pour modifier certaines choses. Et avec ça, on ne reste pas seulement dans la théorie, mais c'est dans la pratique qu'on veut. Le projet tutoré est un projet pratique qui permet à l'étudiant d'appliquer les connaissances acquises dans un contexte professionnel. Devant le professionnel de médias locaux, les experts de la société civile environnementale réunis au sein du groupe de travail Climat RED rénové GTCR ont réfuté en bloc les affirmations de l'ONG Greenpeace Africa parlant de la violation de la loi dans l'attribution de concessions forestières à une société américaine. Reportage de Laetitia Louvaison. Réponse du berger à la bergère, la société civile environnementale réunie au sein du groupe de travail Climat RED rénové, GTCR, s'inscrit totalement en faux contre les affirmations de l'ONG Greenpeace Africa selon lesquelles 1 million d'hectares de forêts seraient attribués à une société américaine au mépris de la loi. Interlocuteur attitré du gouvernement de la RDC dans les domaines de l'environnement, des forêts et du changement climatique, les experts du GTCR restent formels quant aux mesures d'application du code forestier congolais interdisant l'attribution des concessions forestières aux entités étrangères. Nous sommes français pour dire et insister que les pays qui sont gouvernés ont quelle forêt? Est-ce que c'est la démocratie qui gouverne les forêts? Nous sommes le premier mouvement du monde. Nous devons bien gouverner, donc c'est pas ça le problème c'est ailleurs. Et nous avons dit, nous soutenons toute initiative qui va nous aider à avoir des moyens pour réduire la pauvreté. Et donc, ces genres de sorties médiatiques bloquent un peu les initiatives et les efforts que nous avons fait depuis 2009 pour avoir une stratégie nationale qui fonctionne, pour avoir un plan d'investissement et pour continuer à faire le lobbying pour avoir des financements consistants pour que nos communautés puissent avancer. Et c'est ça l'objectif de ce genre d'organisation. En ce qui concerne les concessions attribuées par la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, le GTCR estime qu'il n'y a eu aucune violation de la loi au titre de la superficie octroyée. De la superficie forestière octroyée. Ce qui est vrai, les estimations de Greenpeace Africa, présentées d'une manière globale, ne sont ni cohérentes et moins encore objectives. Avant toute publication d'un article sur les questions environnementales en RDC, les groupes de travail Climat RED rénové exhortent Greenpeace à recueillir les avis et considérations de la société civile environnementale nationale.
Et en société, le tronçon de l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, est très délabré cause des embouteillages permanents. Les usagers de cette route ne savent plus à quel sens se vouer. Ces derniers appellent l'autorité qui gère ces secteurs de trouver des solutions idoines. Reportage de Sylvie Zaya et de Shoming Kassiam. Depuis plusieurs mois, beaucoup de routes de la ville de Kinshasa se trouvent dans un état délabrement très avancé. On peut citer les avenues Kasai, Kabambare et Kasavubu qui facilitent l'accès au centre-ville de Kinshasa. Pourtant, elles sont très dégradées. Sur l'avenue Kasavubu, dans son tronçon compris entre les avenues du commerce et Kabambare, actuellement en pleine réhabilitation, les usagers reconnaissent que ce tronçon a été plusieurs fois réhabilité, mais se détériore souvent quelques mois après. Ils plaident pour que la route soit construite suivant les normes pour éviter sa détérioration rapide comme les autres fois. La population qui se réjouit aussi de travaux entamés souhaite que les choses avancent vite jusqu'à la fin de ces travaux car elle en a marre des embouteillages. La réhabilitation de l'avenue Kasavubu va permettre de désengorger les autres grandes artères qui conduisent vers le centre-ville telles que les avenues Willery et Libération ex-24 novembre qui sont souvent bouchées aux heures de pointe. Pour les spécialistes de la construction de routes, beaucoup de facteurs entrent en jeu pour une construction ou réhabilitation durable d'une route ou d'un ouvrage d'assainissement. On fait les études approfondies, route par route, cas par cas, parce qu'il y a des routes qui sont sur les marécages, il y a des routes qui sont sur les roches, il y a des routes qui sont sur les sols argile. Donc au cas par cas, on va faire les études de ces tronçons-là et puis après les études, on finance les projets et puis quand on va financer maintenant les projets en réalisant, on doit suivre aussi les normes. L'État est appelé à veiller à l'entretien de routes après leur construction. De son côté aussi, la population doit éviter de jeter les déchets dans les caniveaux et autres collecteurs afin de permettre aux infrastructures routières de Kinshasa de tenir longtemps. La réhabilitation et la reconstruction de routes en particulier et de la voirie en général à Kinshasa pourrait réduire l'insalubrité dans les rues de la capitale et aussi faciliter la circulation dans cette ville qui connaît des embouteillages au quotidien. Compte rendu de la réunion de tous les syndicats de la fonction publique, y compris l'INAP, dans laquelle a assisté le ministre de tutelle Jean-Pierre Liaou. Reportage de Alain Noka. Les délégués syndicaux des 60 syndicats membres de l'inter-syndical national de l'administration publique ont été fixés sur les résolutions prises en commun accord par le gouvernement et les banques syndicales. C'était au cours de l'Assemblée générale des restitutions organisée par le bureau de l'INAP à Fatima. Il a été question de dire aux représentants des agents publics et des différents ministères qu'il ne se posera pas le problème des retards de paiement des agents et fonctionnaires de l'État comme il a été observé dernièrement. Désormais, les agents publics seront payés dans les délais pendant les mois. En second lieu, le bureau de l'INAP et de Fidèle Kiyangi a éclairé l'opinion des délégués syndicaux sur la question de la paie par les nouveaux barèmes qui fixent $130 américains pour les huissiers. Ces barèmes va se matérialiser au mois de juillet 2024 prochain. Après avoir constaté que le premier trimestre, rien n'a été fait et que nous étions en train d'émerger vers le deuxième trimestre, nous sommes allés poser la question au gouvernement, pourquoi les engagements ne sont pas tenus et pourquoi la paye commence à intervenir avec un grand retard. Le gouvernement nous a donné des réponses. Aucun Congolais n'ignore que le pays traverse une guerre d'agression et que la priorité de nos recettes sont orientées vers les efforts de guerre. Et le gouvernement a pris l'engagement quant à ça de faire un effort pour que la paye puisse commencer à être payée régulièrement et dans les mois. Au mois de mai ou au plus tard au mois de juin, nous irons en commission paritaire pour mettre en place une politique salariale en République démocratique du Congo. Le nouveau barème salarial de $130 pour les huissiers devrait être payé au mois de janvier passé. La paye n'est pas intervenue du fait que le gouvernement de la République fait face à certaines éventualités dans la guerre du Rwanda et des M23 à l'est du pays. L'inter-syndical national de l'administration publique a pris acte de ces reports au mois de juillet 2024.
Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, les croyants musulmans ont clôturé le mois de Ramadan ce mercredi 10 avril 2024 à travers le monde. Et à Kinshasa, les reporters de Canal Télévision ont sillonné quelques mosquées pour la circonstance. Images et commentaires. Dès les premières heures de la matinée de ce mercredi 10 avril, plusieurs musulmans de Kinshasa ont pris la direction de la mosquée d'Aïdaïa, plus connue sous l'appellation mosquée de Citas. Nous sommes dans la commune de Barombu, dans le nord-est de Kinshasa. Ils se sont rassemblés pour la prière de la clôture du mois de Ramadan, qui est le quatrième pilier de l'islam et la fête de Aïd el-Fir. Les musulmans congolais et expatriés vivant à Kinshasa ont adressé des prières de remerciement à Dieu pour les bénédictions et les récompenses obtenues tout au long du mois de Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Inama sunte تسمينا الله سبحانه وتعالى بعد الشهر التاسع طاهرين أنقياء لا نعرف من الذنوب شيئا. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïd el-Fitr. Les habitants de la terre l'appellent le jour de l'Aïd. Mais les habitants du ciel, c'est-à-dire les anges qui habitent au ciel, chez eux, ils considèrent la journée d'aujourd'hui le jour de la récompense divine. Donc c'est le jour de la récompense. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense les biens après avoir jeûné le Ramadan, après avoir effectué des efforts, c'est-à-dire des efforts pour arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis près de 5 ans, la communauté musulmane de la République démocratique du Congo est divisée en deux factions. Elles se sont livrées à plusieurs actes de violence dans les années antérieures, lors de la même fête de l'Aïd. Dans sa prêche, l'imam Mustafa Kapoluta a appelé les musulmans du Congo à l'unité. Après la prière qui consacre la fin du Ramadan, les fidèles musulmans se retrouvent en famille pour partager d'un repas avec leurs voisins, musulmans et non musulmans. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du soir. Si vous avez aimé, dites merci à Mario Mbongo, Koupar Bola, Tony Binda, Samson Ilunga. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.